avoir voulu tenter de tuer jusqu'à l'âme et à l'esprit de la France et des autres nations occupées de l'Ouest. Nous estimons que c'est là le plus grand crime de ces hommes. Le plus grand, car il est dit dans l'Écriture, Matthieu 12, 31, 32, je cite, « Tout péché, tout blasphème sera remis aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera pas remis, et pour qui aura parlé contre l'Esprit, il n'y aura de rémission ni dans ce siècle, ni dans les siècles à venir. C'est au fruit qu'on juge l'arbre. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes paroles alors que vous êtes mauvais? » Fin de citation. Monsieur le Président, Messieurs les juges, j'ai l'honneur de présenter au tribunal l'exposé conclusif du réquisitoire français. Cet exposé correspond plus particulièrement aux lettres J et I du chef numéro 3 de l'acte d'accusation, germanisation et serment de fidélité. Et d'autre part, à la lettre B du chef d'accusation numéro 4, persécution pour raisons politiques, raciales et religieuses. Je désirerais tout d'abord exposer dans une brève introduction les idées générales qui déterminent le plan de la présentation de mon réquisitoire. Le concept de la germanisation a été étudié dans l'exposé de M. de Menthon. Il consiste essentiellement dans l'imposition aux habitants des territoires occupés des normes de la vie sociale et politique telles que les nazis les ont définies selon leur doctrine et pour leur avantage. L'ensemble des agissements qui réalisent la germanisation ou qui y tendent et qui sont des agissements illicites a été qualifié comme une entreprise criminelle contre la condition de l'homme. Le processus complet de la germanisation a été appliqué dans certains territoires qui ont fait l'objet d'une annexion au Reich. Les Allemands ont entendu, dès avant la fin de la guerre, intégrer ces territoires dans leur propre pays. Ces territoires annexés, et donc germanisés d'une façon absolue, sont le Grand-Duché de Luxembourg, les cantons belges d'Eupen, de Malmedy et de Moresnet, et les 3 départements français du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. On peut considérer que ces territoires sont relativement peu étendus par rapport à l'ensemble des régions qui ont été occupées par les Allemands. Ceci n'atténue en rien le caractère répréhensible de ces annexions.
Mais au surplus, il faut noter ici deux propositions essentielles à notre sujet. Première proposition. Les Allemands avaient conçu et préparé des annexions plus importantes que celles qu'ils ont effectivement réalisées d'une façon officielle. C'est pour des raisons d'opportunité qu'ils n'ont pas procédé à ces annexions dans la période de temps dont ils ont disposé. Deuxième proposition. D'autre part, l'annexion n'était pas le procédé unique et obligatoire de la germanisation. Les nazis ont découvert qu'ils pouvaient utiliser des moyens différents et variés pour atteindre leur but de domination universelle. Ce choix, selon les circonstances, de moyens variés pour atteindre et pour camoufler un même résultat est une des caractéristiques de ce que l'on a appelé le machiavélisme des nazis. Leur conception est techniquement beaucoup plus souple, plus habile et plus dangereuse que la conception classique de la conquête territoriale. À cet égard, le concurrent le plus brutal a sur eux l'avantage de la franchise. Je dis en premier lieu que les Allemands avaient formé le projet d'annexer des territoires plus étendus. De nombreuses indications peuvent être recueillies à cet égard. Je ne voudrais faire que deux citations. La première sera empruntée à la documentation recueillie par nos collègues du ministère public américain en ce qui concerne un document américain qui n'a pas encore été produit au tribunal. J'indique d'ailleurs que je ne ferai dans tout mon réquisitoire que deux emprunts à la très remarquable documentation américaine. Tous les autres documents produits seront des documents nouveaux de l'accusation française. Le document dont je parle en ce moment est le numéro 1155 PS de la documentation américaine et il figure dans le dossier de documents qui vous a été remis sous le numéro 601 qui sera, s'il plaît au tribunal, son numéro de la documentation française. Ce document est daté de Berlin du 20 juin 1940. Il porte le cachet document secret d'état-major. Il a pour titre Note pour le dossier sur l'entretien du 19 juin 1940 au quartier général du général Feldmarschall Göring. Les indications qui sont portées dans un tel document reflètent donc bien les dispositions de dirigeants et non pas des interprétations individuelles. Je désirerais lire simplement au tribunal le paragraphe 6 de ce document. Ce paragraphe 6 figure à la page 3 du document. Si le tribunal a sous les yeux mon dossier, c'est le premier document qui porte le numéro 601. Et dans ce document 601, c'est la troisième page du document. Je lis le paragraphe 6.
Projets généraux au sujet du développement politique. Le Luxembourg doit être annexé au Reich. La Norvège devenir allemande. L'Alsace-Lorraine doit être réincorporée au Reich. Un État autonome breton doit être créé. Des projets sont en outre agités au sujet de la Belgique et du sort à réserver aux Flamands de ce pays, ainsi qu'au sujet de la création d'un État de Bourgogne. Fin de la citation. La deuxième citation que je désirerais faire au tribunal sur ce sujet se réfère à un document français que je dépose comme document numéro 602. Ce document numéro 602 fait suite au numéro 601 dans le dossier que le tribunal a sous les yeux. Ce document est un procès-verbal d'interrogatoire du docteur Globke, ancien collaborateur du secrétaire d'État docteur Stuckart au ministère de l'Intérieur, en date du 25 septembre 1945. Interrogatoire recueilli par le commandant Graff des services judiciaires français. Au procès-verbal de l'interrogatoire est annexé un mémorandum qui a été remis à la suite de cet interrogatoire par le docteur Globke. Je lis un passage de ce document qui commence au premier paragraphe, c'est donc le début du document. Question. Avez-vous eu connaissance de plans qui prévoyaient l'annexion d'autres territoires français lors de la conclusion de la paix? Belfort, Nancy, Bassin de Briey, Charbonnage du Nord, Zone rouge, territoire rattaché au gouvernement général de la Belgique. Réponse. Oui, ces plans ont existé. Ils ont été élaborés par le docteur Stuckart sur ordre personnel du Führer et je les ai vus. Ils ont été communiqués au ministère des Affaires étrangères, à l'OKV et à la commission d'armistice de Wiesbaden. Tous ces documents ont été détruits, prétend le docteur Blanc. Le secrétaire d'État Stuckart a porté un premier projet au GQG du Führer bien avant le déclenchement de la campagne de Russie, en 1940. Après examen, le Führer trouva ce projet trop modéré et prescrivit de l'étendre à d'autres territoires, notamment le long de la Manche. Le docteur Stuckart prépara alors une deuxième rédaction, une carte en fut même dressée par laquelle était tracée la frontière approximative. Je l'ai vue et je peux vous la montrer en gros sur une carte de France à grande échelle. Je ne sais si ce deuxième projet reçut l'approbation de Hitler. Fin de la citation. Je lis maintenant un passage du mémorandum qui est annexé au procès-verbal. Mr. Farr, did you tell us who Dr. Globke was? Did you tell us who he was? Parfaitement, Monsieur le Président. Le docteur Globke était le collaborateur du docteur Stuckart, secrétaire d'État à l'Intérieur. Il est qualifié dans son interrogatoire de rédacteur pour les affaires d'Alsace, de Lorraine
du Luxembourg au ministère de l'Intérieur depuis 1940. Je lis maintenant un passage de l'annexe du même document. Ce passage fait suite dans le livre de documents à la lecture que je viens de faire. Toujours sous le même numéro 602. Je lis le paragraphe 6 de ce mémorandum. C'est le début du document qui est sous les yeux du tribunal. Le projet de déplacer la frontière franco-allemande fut élaboré au ministère de l'Intérieur par le secrétaire d'État von Stuckart sur l'ordre qui lui avait été donné personnellement par Hitler. Ce projet prévoyait que les territoires du nord et de l'est de la France, qui pour de soi-disant dessous historiques, politiques, ethnographiques, géographiques ou pour toute autre raison, étaient considérés comme n'appartenant pas à l'Europe occidentale, mais à l'Europe centrale, devaient revenir à l'Allemagne. Une première rédaction fut soumise à Hitler, à son grand quartier général, et elle fut approuvée par lui dans son ensemble. Hitler manifesta cependant le désir. I rather think the typing of these two documents has got mixed, because our copy of this part of the document goes on after translating into English. After examination, the Führer found this project too moderate and ordered it to extend to other territories, notably to the length of the channel. I think there must be a miscopying there, if what you read is right. Je prie le tribunal de m'excuser. Il y a en effet un paragraphe omis dans le dossier intitulé Exposé, que vous avez également sous les yeux. La citation est reproduite intégralement. Si le tribunal veut bien, perhaps you could give us a corrected copy afterwards. If you continue your reading now, perhaps you could let the tribunal have a corrected copy afterwards. Je ne manquerai pas de le faire, Monsieur le Président. Die Verteidigung hat diese Urkunden bisher nicht bekommen. Wir sind also auch heute schlecht in der Lage, dem Vortrage zu folgen. Und vor allen Dingen sind wir nicht in der Lage, zu prüfen, ob die formellen Voraussetzungen für die Gültigkeit dieser Urkunden überhaupt gegeben sind. Monsieur Faure, is that correct that none of these documents have been deposited in the Defendant's Information Center? Ces documents ont bien été déposés, Monsieur le Président. Ils ont été déposés avec 2 photocopies au centre de la Défense. Au surplus, avant que je termine mon exposé, la Défense a, je pense, tout loisir d'étudier ce document qui est très court et de présenter ses observations si elle le désire. Mais je puis donner l'assurance que les documents ont bien été déposés. Well, that the orders which the can assure me, no, you can assure me that the orders which the tribunal has given have been carried out.
Les documents ont été remis à la défense conformément aux instructions et 2 photocopies ont été remises à la Chambre de la Défense. Ces documents sont d'ailleurs en langue allemande, ce qui est une grande facilité pour la défense. En effet, l'interrogatoire a été fait en langue allemande par l'officier des services judiciaires français. Yes, Dr. Stammer? You've heard what Monsieur Faure has said. Ich würde hier gewiss keine Beanstandung erhoben haben, wenn die Urkunden tatsächlich in uns zur Verfügung gestellt wären. Wir haben einige Herren, ich habe heute Morgen noch nachgesehen. Es war nichts in unserem Fach. Ich habe mit Herrn Dr. Steinbauer zusammen versucht festzustellen, ob Urkunden da sind. Wir haben es nicht ermitteln können. Herr Dr. Steinbauer ist mit mir zusammen dort gewesen. Wir haben diese Urkunden nicht ermitteln können. Ich will aber sofort noch mal hingehen und feststellen, ob sie inzwischen eingegangen sind. The tribunal has stated on a variety of occasions that they attach very great importance to the documents being deposited in the Defendant's Information Center and copies supplied in accordance with the regulations which they have laid down. Whether that has been done on this occasion is disputed by Dr. Starmer. The tribunal proposed, therefore, to have the matter investigated as soon as possible and to see exactly whether the rules have been carried out or not. And in future they hope that they will be carried out with the greatest strictness. In the meantime, I think it will be most convenient for you to continue. The tribunal has stated on a variety of occasions that they attach very great importance to the documents being deposited in the Defendant's Information Center and copies supplied in accordance with the regulations which they have laid down. Whether that has been done on this occasion is disputed by Dr. Starmer. The tribunal proposed, therefore, to have the matter investigated as soon as possible and to see exactly whether the rules have been carried out or not. And in future they hope that they will be carried out with the greatest strictness. In the meantime, I think it will be most convenient for you to continue. We will order the marshal, Monsieur Faure. Monsieur le Président, le défenseur qui vient de me parler m'indique que les documents sont bien à la Chambre de la Défense.
mais qu'ils n'auraient pas encore été distribués. Je vois donc que les prescriptions ont bien été respectées, mais par suite du travail matériel, il se peut que les défenseurs n'aient pas encore en main ces documents. De toute façon, je suis disposé à remettre immédiatement aux défenseurs qui seraient les plus intéressés, tout de suite, des photocopies qui leur permettent de suivre ma lecture, qui est d'ailleurs très courte. The tribunal will have the facts investigated. And in the meantime, you can continue. The marshal of the court will immediately find out and report to the tribunal what the facts are about the deposition of the documents, at the time at which they were deposited. In the meantime, you can continue. And we shall be glad if you will assist the defendant's counsel by giving them any copies that you may have available. Je lisais donc le document numéro 602, partie annexe du mémorandum, et je demanderai au tribunal, s'il désire suivre la lecture de ce document, de prendre le dossier exposé à la page 6, le passage où j'arrive constitue le dernier paragraphe de cette page 6 du dossier exposé. Exposé about Introduction, Luxembourg or Non, non. Alsace-Lorraine. Introduction, Monsieur le Président. Ce dossier porte le nom Introduction. Oh, yeah. I've got it. The document named Introduction. Yes, the last page. Monsieur le Président, vous m'avez indiqué tout à l'heure que dans le livre de documents, une phrase avait été sautée. Je vous demandais donc de prendre le dossier exposé où cette phrase figure, la même citation étant reproduite dans les deux dossiers, afin d'éviter justement les conséquences de semblables erreurs. Dans le dossier Introduction exposé, page 6, troisième et dernier paragraphe. Citation. Je continue. Une première rédaction fut soumise à Hitler à son GQG et elle fut approuvée par lui dans son ensemble. Hitler manifesta cependant le désir de voir attribuer à l'Allemagne des portions de territoire plus étendues, en particulier sur les côtes de la Manche. Le projet définitif devant servir de base à des discussions ultérieures avec les départements intéressés. Ces discussions n'eurent pas lieu. Le tracé approximatif de la frontière envisagée partait de l'embouchure de la Somme, suivait la limite nord du bassin parisien et de la Champagne, jusqu'à l'Argonne, s'infléchissait ensuite vers le sud, traversait la Bourgogne et englobait la Franche-Comté, rejoignait le lac de Genève. Des solutions diverses étaient envisagées pour quelques provinces. Fin de la citation. Ces projets allemands ont été manifestés
dans diverses occasions, par des mesures particulières aux territoires en question, mesures que l'on peut appeler de préannexion. J'en viens maintenant à la seconde proposition que j'indiquais tout à l'heure. Avec ou sans annexion, les Allemands se proposaient de placer et de maintenir sous leur domination tous les pays occupés. En fait, tenter de germaniser et de nazifier toute l'Europe occidentale et même le continent africain. Cette intention résulte du fait même de la conspiration qui a été si complètement exposée au tribunal par mes collègues du ministère public américain. Elle sera d'autre part démontrée par les applications qui en ont été faites et dont les principales seront retracées dans ce réquisitoire. Je désirerais simplement rappeler au tribunal, sur ce point général, que le dessein de prépondérance germanique est défini, selon l'interprétation allemande elle-même, par un document diplomatique public qui est le pacte tripartite du 27 septembre 1940 entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Je désirerais citer sur ce point au tribunal quelques phrases d'un commentaire qui a été donné sur ce traité par un auteur allemand officiel, von Freytag-Loringhoven, membre du Reichstag, qui a écrit un ouvrage sur la politique étrangère de l'Allemagne de 1933 à 1941, ouvrage publié en traduction française à Paris aux éditions Sorlo pendant l'occupation. Je ne désire pas produire ceci à titre de document, c'est simplement une citation d'un ouvrage publié, ouvrage qui est ici entre nos mains. Je lis dans cet ouvrage à la page 311. Ce traité attribuait à l'Allemagne et à l'Italie une situation prépondérante dans l'ordre nouveau européen et accordait au Japon un rôle analogue dans l'espace de l'Asie orientale. Je saute ici une phrase sans intérêt. À première vue, on se rendait compte que le pacte tripartite se proposait un double but. Je ne lis pas la phrase suivante, qui est sans intérêt, et je lis la phrase relative au deuxième but. D'autre part, il chargeait les partis d'une mission pour l'avenir, à savoir l'établissement d'un ordre nouveau en Europe et en Asie orientale. Sans vouloir diminuer l'importance de la première question, il ne peut faire aucun doute que le second but, se rapportant à l'avenir, embrasser des projets plus vastes et constituer le point essentiel. Pour la première fois dans un traité international, le pacte tripartite emploie les termes espace et direction en les liant l'un à l'autre. Je passe ensuite à la page 314 où l'auteur fait une observation qui me paraît importante. Or, le pacte tripartite établit une délimitation nette des grands espaces
créé par la nature même sur notre globe. La notion de l'espace, il est vrai, n'est employée d'une façon explicite que pour l'Extrême-Orient. Mais il est clair qu'elle vaut également pour l'Europe et que l'Afrique est comprise dans cet ordre d'idées. Cette dernière n'est-elle pas, politiquement et économiquement, un complément, ou si l'on veut, une annexe de l'Europe? De plus, il est manifeste que le pacte tripartite délimite les deux grands espaces réservés aux partenaires. De plus, il est manifeste que le pacte tripartite délimite les deux grands espaces réservés aux partenaires, qu'il reconnaît tacitement le troisième, c'est-à-dire l'Eurasie proprement dite, et qu'il laisse de côté le quatrième, le continent américain, l'abandonnant ainsi à son propre sort. De cette façon, toute la surface du globe est comprise, et une idée dont on ne s'était occupé jusqu'ici qu'en théorie était élevée au rang d'un principe politique et relevant du droit international. Fin de la citation. J'ai pensé que ce texte était intéressant parce que d'une part, il précise que le continent africain lui-même est inclus dans l'espace réservé aux prétentions allemandes. D'autre part, il déclare que le gouvernement d'un aussi grand espace par l'Allemagne constitue le droit international. Cette affectation d'agir juridiquement est une des caractéristiques de l'entreprise de germanisation de 1940 à 1945. C'est sans doute l'une des raisons qui ont inspiré à l'Allemagne nazie de ne procéder qu'exceptionnellement par annexion de territoire. L'annexion n'est pas indispensable pour la domination d'un grand espace. Elle peut être substituée par différents procédés qui répondent assez bien au terme commun de vassalisation. Perhaps that would be a convenient time to break off. Monsieur le Président, avant de reprendre mon exposé, je désirerais demander au tribunal s'il pourrait lui convenir d'entendre dans l'audience de l'après-midi un témoin qui est M. Reuter, président de la Chambre du Luxembourg. Certainly, Monsieur Faure, if that's convenient to you. The tribunal is quite willing to hear the witness you name. Je propose dans ces conditions de le faire entendre au début de la deuxième partie de l'audience cet après-midi. En second lieu, je désirais indiquer que pour le document 602, où il manquait une partie du texte dans le livre du document, ceci est dû au fait que la page a été agrafée à une autre place, c'est-à-dire avant la première page, de sorte que
Je m'excuse en raison des difficultés matérielles, mais je voulais indiquer que le texte était complet, quoique sous cette forme incommode. Je rétablirai naturellement le dossier ensuite. J'ai indiqué tout à l'heure que les différents procédés d'annexion déguisée peuvent répondre au terme de vassalisation. Et j'emprunterai ici également à un auteur allemand une formule qui est éloquente. C'est en effet le docteur Sperl, dans un article de la Krakauer Zeitung, qui a employé l'expression « une différenciation dans les méthodes de domination allemande ». En employant ainsi des méthodes indirectes et différenciées de domination, les Allemands ont procédé en matière politique comme nous avons vu précédemment qu'ils avaient procédé en matière économique. J'ai eu l'occasion de dire au tribunal, dans mon premier exposé, que les Allemands s'étaient immédiatement emparés des clés de la vie économique. Si l'on me permet de reprendre cette expression, qui est une expression latine, je dirais qu'en ce qui concerne la souveraineté dans les pays occupés, ils se sont assurés le pouvoir des clés. Potestas clavium, ils ont saisi les clés de la souveraineté dans chaque pays. Par là, sans être obligés d'abolir officiellement la souveraineté nationale, comme c'était le cas dans l'annexion, ils ont pu contrôler et diriger l'exercice de cette souveraineté. En partant de ces idées principales, le plan de mon exposé a été conçu de la manière suivante. Dans un premier chapitre, j'étudierai le régime des territoires annexés où la souveraineté nationale a été abolie. Dans un deuxième chapitre, j'étudierai le mécanisme des saisies de souveraineté au bénéfice de l'occupant dans les régions qui n'ont pas été annexées. Il conviendrait ensuite d'examiner les effets de ces usurpations de la souveraineté et les violations des droits des populations qui en sont résultées. J'ai cru devoir grouper ces effets en ne considérant que les principaux dans un troisième et dans un quatrième chapitre. Le troisième chapitre sera consacré à la germanisation spirituelle, c'est-à-dire à la propagande, dans le sens très étendu que la conception allemande donne à ce terme. Le chapitre 4 et dernier portera la rubrique « L'organisation administrative de l'action criminelle ». Je désirerais maintenant indiquer qu'en ce qui concerne la documentation de mon exposé, je me suis efforcé de limiter le nombre des textes qui seront présentés au tribunal et je m'efforcerai de faire des citations courtes. Pour le quatrième chapitre, par exemple, je puis indiquer que la délégation française a examiné plus de 2000 documents en ne comptant que les documents originaux allemands. Et je n'en ai retenu qu'environ 50. Je désirerais d'autre part indiquer au tribunal
comment sont présentés les documents dans les livres qu'il va avoir sous les yeux. Les documents sont numérotés au crayon en haut et à droite dans chaque livre de documents. Ils sont dans l'ordre correspondant à celui dans lequel je les citerai. Chaque dossier porte une numérotation de documents qui commence à un chiffre de centaines. Si le tribunal veut bien prendre maintenant le dossier intitulé « Les territoires annexés, Eupen, Malmedy et Moresnet ». En procédant, sans aucune apparence de titre juridique, à l'annexion de territoires occupés, les Allemands ont fait quelque chose de plus grave que la violation des règles de droit. C'est la négation de l'idée même de droit international. Le jurisconsulte Bustamante I. Sirven, dans son traité de droit international, s'exprime sur ce sujet dans les termes suivants. On aura pu observer, dit-il, que nous n'avons fait allusion à aucun moment à l'hypothèse où l'occupation prend fin parce que l'occupant fait sien le territoire occupé, par le fait de ses forces militaires et sans aucune convention. Le motif de cette omission est très simple et très clair. Puisque la conquête ne peut être considérée comme un mode légitime d'acquérir, ces résultats sont uniquement l'œuvre de la force et ne peuvent être déterminés ni mesurés par des règles de droit. D'autre part, j'ai dit tout à l'heure que la germanisation n'impliquait pas nécessairement l'annexion. Inversement, on pourrait concevoir que l'annexion ne comporta pas la germanisation. Nous démontrerons au tribunal que l'annexion n'a été qu'un moyen, le plus brutal, de la germanisation, c'est-à-dire ici de la nazification. L'annexion des cantons belges d'Eupen, de Malmedy et de Moresnet a été réalisée par une loi allemande du 18 mai 1940 et a fait l'objet d'un arrêté d'exécution du 23 mai 1940. Ce sont des textes publics qui sont insérés dans le Reichsgesetzblatt, pages 777 et 804. Je demande simplement au tribunal d'en prendre note. Par l'effet de ces textes, ces 3 districts belges étaient rattachés à la province de Rhénanie, district de Aachen. Un décret du 23 septembre 1940 introduisit le gouvernement local allemand et les lois municipales allemandes. Un décret du 28 juillet 1940 a introduit le système judiciaire allemand dans ces territoires.
des cours locales furent établies à Malmedy, à Eupen et à Saint-Vith, et des cours de district à Aachen, statuait à l'égard de ces cours locales. La cour d'appel de Cologne remplaçait la cour de cassation belge pour les cas où celle-ci aurait été compétente. Le droit allemand a été introduit dans ces territoires par le décret du 23 mai 1940, signé de Hitler, Göring, Frick et Lammers, avec mise en vigueur à partir du 1er septembre 1940. Un décret du 3 septembre 1940 a réglé le détail de la transition entre la loi belge et la loi allemande dans le domaine du droit privé, du droit commercial et de la procédure. La nationalité allemande a été conférée par le décret d'annexion aux habitants dits de race allemande de ces territoires belges. Le détail de cette mesure a été précisé par un décret du 23 septembre 1941. Toutes les personnes qui avaient acquis la nationalité belge du fait de la cession de ces territoires purent, selon les termes du décret, reprendre leur nationalité allemande. Exception étant faite pour les juifs et pour les bohémiens. Tous les autres habitants, à condition d'être racialement allemands, sikh, pouvaient acquérir une nationalité allemande révocable dans un délai de 10 ans. Je ne traiterai pas plus longuement la situation qui est résultée de l'annexion de ces territoires belges, car les développements de cette situation sont analogues à ceux que nous examinerons pour les autres pays. Je désirerais simplement signaler un détail qui est particulier à ce sujet. Une loi du 4 février 1900 de Göring, de Frick et de Lammers a accordé aux citoyens d'Eupen, de Malmedy et de Moresnet une représentation au Reichstag, c'est-à-dire le bénéfice du régime parlementaire allemand dont on connaît le caractère démocratique. Je demanderai au tribunal de prendre le dossier intitulé Alsace et Lorraine. Il y a un dossier exposé et un dossier document. À la différence de ce qui s'est passé pour les cantons belges, les Allemands n'ont pas proclamé officiellement, par une loi, l'annexion des 3 départements français qui constituent l'Alsace et la Lorraine. Le fait même de cette annexion n'est cependant nullement douteux.
Je désirerais rappeler ici, au tribunal, un extrait d'un document qui lui a déjà été produit et qui s'est trouvé être le numéro 3 de la documentation française. Il s'agissait de la déposition faite devant la Haute Cour de justice française par l'ambassadeur français Noël, qui avait été membre de la délégation d'armistice. Je n'ai pas replacé ce document dans votre livre, car je n'en citerai qu'une phrase, et il a déjà été produit au tribunal, comme je viens de l'exposer. L'ambassadeur Noël, dans ce document, exposait les conversations qu'il avait eues au moment de la signature de la convention d'armistice avec les représentants allemands et notamment avec les accusés Keitel et Jodl. La phrase que je désirais rappeler au tribunal est la suivante. Et de même en pensant à l'Alsace et à la Lorraine, je leur ai fait dire que les autorités administratives et judiciaires des territoires occupés resteraient en place, en fonction, et pourraient librement correspondre avec le gouvernement. Ces affirmations datent du 22 juin 1940. Je vais maintenant présenter au tribunal un document qui date du 3 septembre 1940 et qui est une note de protestation de la délégation française à la commission d'armistice. Je produis ce document afin que le tribunal puisse voir que pendant la période écoulée entre ces deux dates, période qui dépasse à peine 2 mois, les nazis avaient déjà appliqué une série de mesures qui créaient d'une façon incontestable un état d'annexion. Le document que je produis porte le numéro 701 de la documentation française. C'est le premier document du livre de documents que le tribunal a sous les yeux. Tous les documents de ce chapitre porteront des numéros commençant par 7, c'est-à-dire énumérés à partir de 701. Ce document provient du dossier de la Haute Cour de justice française et l'exemplaire remis est certifié conforme par le greffier de cette juridiction. Je désirerais citer ce document à partir du 4e paragraphe. Il s'agit donc de la page 1 du document 701. Les préfets, sous-préfets et maires, ainsi que nombre de fonctionnaires d'origine locale et dont les tendances passées pour suspectes ont été évincés de leurs sièges respectifs. Deuxièmement, Monseigneur Heinz, évêque concordataire de Metz, a été chassé de son diocèse. Plusieurs membres du clergé, tant séculiers que réguliers, ont été également expulsés sous le prétexte qu'ils étaient de langue et de mentalité française. Troisièmement, Monseigneur Ruche, évêque concordataire de Strasbourg, s'est vu interdire l'accès de son diocèse et, par voie de conséquence,
la reprise de son ministère. Quatrièmement, M. Joseph Burkel a été nommé le 7 août Gauleiter de l'Alsace. La première de ces provinces, et monsieur, je me demande pardon au tribunal, et M. Robert Wagner, Gauleiter de Lorraine, et M. Robert Wagner, Gauleiter de l'Alsace. J'avais sauté une ligne. La première de ces provinces a été rattachée au Gau de Sarre-Palatinat et la seconde à celui de Bade. Cinquièmement, l'Alsace et la Lorraine ont été intégrées dans l'administration civile de l'Allemagne. La frontière et la police douanière ont été portées à la limite occidentale de ces territoires. Sixièmement, les chemins de fer ont été incorporés dans le réseau allemand. Septièmement, l'administration des postes, télégraphes et téléphones a été prise en main par les postes allemandes, qui substituent graduellement au personnel en place leur propre personnel. Huitièmement, la langue française est éliminée tant de la vie administrative que de l'usage public. Neuvièmement, les noms des localités sont germanisés. Dixièmement, la législation raciale de l'Allemagne est introduite dans le pays et à la faveur de cette mesure, les Israélites sont expulsés ainsi que ceux des nationaux que l'autorité allemande tient pour des intrus. Onzièmement, seuls les Alsaciens et les Lorrains qui consentent à se reconnaître comme étant de souche allemande sont admis à réintégrer leur foyer. Douzièmement, le patrimoine des associations de caractère politique et des Juifs est frappé de confiscation, de même que les biens acquis postérieurement au 11 novembre 1918 par les Français. Rien n'illustre mieux l'esprit qui anime ces mesures elles-mêmes arbitraires que les paroles prononcées publiquement le 16 juillet à Strasbourg par M. Robert Wagner. Faisant état de l'élimination en cours de tous les éléments de souche ou de nationalité étrangère, ce haut fonctionnaire affirmait que le dessein de l'Allemagne était de régler une fois pour toutes la question de l'Alsace. Une pareille politique, qui ne saurait être le fait d'organes d'occupation subordonnés, équivaut à une annexion déguisée et est formellement contraire aux engagements souscrits par l'Allemagne à Retombe. Fin de la citation. De très nombreuses protestations ont été par la suite adressées par la délégation française. Nous avons joint à notre dossier une liste de ces protestations, au nombre de 62. Cette liste est reportée dans le livre sous le numéro 702. Le développement de la politique allemande peut maintenant être étudié sous la forme de 3 séries de réalisations. Premièrement, un ensemble de mesures
destiné à assurer l'élimination de ce que l'on peut appeler le complexe français, c'est-à-dire de tout ce qui peut rattacher l'habitant à sa condition et à sa tradition nationale. Deuxièmement, un ensemble de mesures destinées à imposer les normes germaniques dans tous les domaines de la vie des populations. Troisièmement, les mesures de transplantation et de colonisation. Nous employons ici une terminologie allemande. Premièrement, élimination du complexe français. L'élimination de la nationalité française et du droit français a résulté automatiquement des mesures que nous étudierons à propos de l'imposition des normes allemandes. Je désirerais signaler particulièrement dans cette partie actuelle que les Allemands se sont de plus attachés à combattre tous les éléments de la formation française qui auraient pu survivre à la suppression de la condition nationale et juridique. Ils ont d'abord proscrit d'une façon extraordinairement brutale l'usage de la langue française. Plusieurs règlements sont intervenus sur ce sujet. Je citerai seulement le 3e règlement portant la date du 16 août 1940 et intitulé « Concernant la réintroduction de la langue maternelle ». Ce document est publié au bulletin des ordonnances allemandes de 1940, page 2. Il constituera le document numéro 703. Le tribunal le trouvera donc dans le registre des documents à la suite du numéro 702 qui était la liste des protestations françaises. Je désirerais lire une grande partie de ce document qui est intéressant. Je commence au début. Faisant suite aux mesures prises en vue de réintroduire la langue maternelle du peuple alsacien, j'ordonne ce qui suit. 1. Langue officielle. Tous les services publics en Alsace, y compris les administrations des communes, des collectivités de droit public, des établissements publics, des églises et des fondations, ainsi que les tribunaux, emploieront exclusivement la langue allemande, oralement et par écrit. La population alsacienne se servira exclusivement de sa langue maternelle allemande en s'adressant oralement et par écrit aux 10 services. 2. Prénom et nom de famille. Il sera fait exclusivement usage des prénoms dans leur forme allemande, oralement et par écrit, alors même qu'ils sont au registre des naissances. Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, seuls les prénoms allemands pourront encore être inscrits au registre des naissances. Il est recommandé aux Alsaciens portant des prénoms français qui n'existent pas dans la forme allemande de solliciter un changement de leur prénom afin de manifester leur attachement au germanisme.
Il en est de même pour les noms de famille français. Je saute la phrase suivante, qui est administrative, et je passe au paragraphe 3, raison sociale. Les entreprises et exploitations ayant leur siège en Alsace et dont la raison sociale est française, en tout ou en partie, devront remplacer cette raison sociale par une désignation allemande correspondante le 15 septembre 1940 au plus tard. Je saute la phrase suivante, qui est administrative, et je passe au paragraphe 4. Il est interdit de libeller en langue française les contrats et les actes tous imprivés, de quelque nature qu'ils soient. Les mentions imprimées sur des papiers d'affaires et sur formulaires doivent être rédigées en langue allemande. Les livres et la comptabilité de tous les commerçants, entreprises et exploitations seront tenus en langue allemande. 5. Inscription dans les cimetières. À l'avenir, les inscriptions sur les croix et les pierres tombales ne pourront plus être libellées qu'en langue allemande. Cette disposition s'applique aussi bien à une première inscription qu'au renouvellement d'inscriptions anciennes. Fin de la citation. Ces mesures ont été accompagnées d'une campagne de presse. En raison des résistances de la population, cette campagne a dû se poursuivre pendant tout le cours de l'occupation. Je désirerais faire sur ce point une seule citation d'un article particulièrement significatif qui a été publié dans les dernières nouvelles de Strasbourg du 30 mars 1943. Ceci n'est pas produit comme document, c'est une citation d'un article publié. Quand on lit un tel article, on croit d'abord qu'il s'agit d'une plaisanterie, mais l'on voit ensuite que la chose était sérieuse, puisqu'il s'agit de préconiser une véritable répression contre les saboteurs de la langue allemande. Citation. Un Allemand salue en disant « Heil Hitler ». Nous ne voulons plus de formule française de salutation qu'on entend encore à chaque instant sous mille formes. L'élégant bonjour n'est pas fait pour les rudes gosiers alsaciens. Habitués au son allemand, depuis l'époque lointaine de Gottfried de Wissembourg, l'Alsacien nous écorche les oreilles. Il prononce pochure. Quand il dit au revoir, les Français ont l'impression d'entendre un mot arabe qui sonne comme arbar. On entend aussi quelquefois dire adjé. Ces monstres phonétiques qui déparent notre beau dialecte alsacien alémanique ressemblent à des chardons sur une pelouse de fleurs. Sarclons-les. Ils ne sont pas dignes de l'Alsace. Croit-on qu'on blesse la sensibilité féminine en disant Frau au lieu de Madame? Nous comptons bien que les Alsaciens vont perdre l'habitude
de ces travers linguistiques, sans quoi les autorités seront forcées de sévir contre les saboteurs de la langue allemande. Fin de la citation. Après s'être attaqués à la langue, les nationaux socialistes s'en prennent à la musique. C'était l'objet d'un décret du 1er mars 1941, signé par le chef de l'administration du peuple, de l'instruction du peuple et de la propagande, Ressler. C'est notre document numéro 704, publié au journal officiel allemand, page 170 de l'année 1941. Je citerai simplement le titre de ce décret concernant la musique indésirable et malfaisante et les 3 premières lignes. Les œuvres musicales contraires à la volonté de culture nationale socialiste sont portées sur une liste concernant la musique indésirable et malfaisante par la section Instruction du peuple et propagande. Après la musique, voici la coiffure. Dans cette réglementation, le ridicule le dispute constamment à l'odieux. Et j'aurais presque le désir de m'excuser auprès du tribunal, mais vraiment rien de tout ceci n'est de notre invention. Voici en effet le document 705, qui est un décret du 13 décembre 1941, publié au bulletin officiel de 1941, page 744, numéro 705, dit, le titre est « Concernant le port des bérets français, bérets basques en Alsace ». Je ne lis que le premier paragraphe. Le port des bérets français, entre parenthèses, bérets basques, est interdit en Alsace. Tombent sous cette interdiction tous les bérets qui, par leur forme ou leur aspect, ressemblent aux bérets français. J'ajoute que cette interdiction est sanctionnée par l'amende et la prison. Les dirigeants entreprennent aussi une grande lutte contre les drapeaux français que les habitants conservaient chez eux. Je citerai à titre d'exemple le document qui sera le document 706. C'est un document administratif allemand que nous avons retrouvé à Strasbourg dans les archives de la Golantung de Strasbourg. Il est daté du 19 février 1941. Je lis 3 paragraphes de ce document. Au début, après les formes administratives. Le Gauleiter désire que par l'organisation des blocs et Zellenleiter, il soit recommandé à la population alsacienne de découdre les drapeaux français encore en sa possession et de les utiliser d'une façon adéquate aux besoins du ménage jusqu'au 1er mai prochain.
aucun drapeau français ne doit plus être en propriété privée. Cette action doit être accomplie de la façon suivante. Les blocklighters visitent les maisons une à une et recommandent aux familles d'utiliser les drapeaux pour les soins du ménage. Il faut aussi faire remarquer qu'après le 1er mai prochain, on tirera les conclusions convenables sur l'attitude des propriétaires chez lesquels on trouvera encore des drapeaux français en propriété privée. Le document suivant est notre document 707. Il s'agit également d'une note administrative sur le même sujet, datée à Strasbourg du 26 avril 1941, et dont je désirerais lire simplement la dernière phrase. Là où à partir du 1er juin 1941, des Alsaciens seront trouvés encore en possession de drapeaux français, ils devront aussi passer un an au camp de concentration. Les nazis craignaient tellement l'influence française qu'ils allèrent jusqu'à prendre une mesure spéciale pour empêcher la venue en Alsace d'ouvriers français parmi les ouvriers qui étaient amenés dans ces territoires au titre du travail obligatoire. Ceci fait l'objet d'une note du 7 septembre 1942 de l'administration civile en Alsace, qui est notre document 708. Également prélevé dans les archives de la Goleitung de Strasbourg. Générale du marché de la main-d'œuvre, le chef de l'administration civile a décidé que la main-d'œuvre étrangère de tous les pays d'Europe pouvait à l'avenir être utilisée en Alsace. Exception est faite pour les Français et les Belges qui ne peuvent pas être employés en Alsace. Fin de la citation. L'entreprise allemande contre le sentiment français des Alsaciens. Sorry, that the foreign workers of all countries of Europe must in the future be used in Alsace. Oui. The word is pouvait. Pouvez. That doesn't mean must, does it? Pouvez. Could, yes. Pouvez, selon les nécessités. La notation intéressante,
c'est que seuls ceux qui parlent français ne peuvent pas. Même pour répondre à des besoins de main-d'œuvre, transiter par l'Alsace. L'entreprise allemande contre le sentiment français des Alsaciens a trouvé son aspect complémentaire dans la tentative de détruire également à l'extérieur tout ce qui pouvait constituer un indice de l'appartenance de l'Alsace à la patrie française. Je citerai sur ce point un exemple qui est notre document 709. C'est une lettre de l'ambassade d'Allemagne à Paris du 7 mai 1941 qui est reproduite dans une note de la délégation générale française qui figure aux archives du gouvernement. Je lis ce document 709 qui est court. L'ambassade d'Allemagne a l'honneur de signaler ce qui suit à la délégation générale du gouvernement français en territoire occupé. L'ambassade d'Allemagne a été informée que dans une série de reportages sur le thème de la patrie, un poste de radio français du territoire non occupé, le 16 ou le 17 avril 1941, vers 21h, aurait fait une émission sur le village de Brumath. Comme Brumath, près de Strasbourg, se trouve en territoire de langue allemande, l'ambassade d'Allemagne demande qu'on lui fasse savoir si effectivement une telle émission a eu lieu. Fin de la citation. Il existe de nombreuses réclamations et protestations de ce genre qui ont souvent conservé, heureusement, un caractère anecdotique. Nous devons citer maintenant deux cas particulièrement graves, car ils ont comporté des voies de fait, des violations flagrantes de souveraineté et même des crimes. Le premier cas concerne la saisie profanatoire du trésor de la cathédrale de Strasbourg. Je produis à ce sujet le document 710, qui est une lettre du 14 août 1943, lettre de protestation du général Bérard, président de la délégation française d'armistice. Je lis le début de la lettre, qui est, je le répète, du 14 août 1943. Mon général, dès le début de la guerre, le trésor de la cathédrale de Strasbourg et les biens de certaines paroisses de ce diocèse avaient été confiés par Monseigneur Ruch, évêque de Strasbourg, au service des Beaux-Arts. Celui-ci les avait mis à l'abri
dans les châteaux de Hautefort et de Bourdeil, Dordogne, où il se trouvait encore, à la date du... Interruption de la citation. Une erreur matérielle indique le 20 mai 1945. Il s'agit du 20 mai 1943. Citation. Parmi ce trésor et ses biens, figuraient en particulier les pontificalia, réservés à l'usage exclusif de l'évêque, dont plusieurs étaient sa propriété personnelle, des reliques de saints, des vases ou instruments voués au culte. Après avoir cherché à plusieurs reprises, mais en vain, à obtenir le consentement de Monseigneur Ruche, le conseiller ministériel Kraft sollicita le 20 mai, tant auprès du préfet de la Dordogne que du directeur des cultes, l'autorisation d'enlever ces dépôts. Devant le refus de ces hauts fonctionnaires, il déclara que le rapatriement en Alsace des biens de l'Église catholique serait confié à la Sicherheitspolizei. De ce fait, à l'aube du 21 mai, les châteaux de Hautefort et de Bourdeil furent ouverts et occupés par la troupe, malgré les protestations du conservateur. Les objets sacrés chargés dans des camions furent emportés vers une destination inconnue. Cette saisie a porté en outre sur des vases et instruments du culte rituellement bénis et sur des reliques de saints honorés de la vénération des fidèles. La mainmise de laïcs non régulièrement mandatés sur ces objets sacrés et les conditions dans lesquelles l'opération a été effectuée ont soulevé l'émotion et la réprobation unanime des fidèles. Fin de la citation. À l'occasion de ce document, je désirerais souligner au tribunal un fait que nous retrouverons fréquemment par la suite et qui est à notre avis très important dans ce procès, c'est l'interférence et la collaboration constante de diverses administrations allemandes différentes. Par ce document que le conseiller ministériel Kraft, qui appartenait à des services civils concernant l'éducation nationale, fait appel à la police DSS pour obtenir les résultats qu'il ne peut pas obtenir par lui-même. Le deuxième cas que je désire citer concerne l'université de Strasbourg. Dès le début de la guerre, l'université de Strasbourg, qui était une des plus belles universités de France,
s'était replié à Clermont-Ferrand pour y continuer son enseignement. Après l'occupation de l'Alsace, et étant donné que cette occupation constituait une annexion, elle ne fut pas réinstallée à Strasbourg et elle demeura dans sa ville de refuge. Les nazis en conçurent un grand mécontentement qui s'exprima par de nombreuses notes de menaces. Je produis maintenant à ce sujet le document numéro 711. Et dans ce document, nous allons retrouver le conseiller ministériel Herbert Kraft, dont je parlais à propos du document précédent. Le document que je produis, sous ce numéro 711, est original, signé Kraft. Il a été retrouvé dans les archives laissées par l'ambassade d'Allemagne. Dans cette note, qui est datée du 4 juillet 1941, le conseiller Kraft exprime son désappointement à la suite d'une démarche qu'il avait faite auprès du recteur de l'université de Strasbourg, M. Danjon. Je crois qu'il est suffisant que je lise un très court passage de cette note afin de montrer l'insolence et les procédés menaçants dont les Allemands usaient, même dans la partie de la France qui n'était pas encore occupée. Le passage que je vais lire sera le dernier paragraphe, c'est-à-dire la page 2 du document 711, qui n'a que 2 pages. M. Kraft, dans ce passage, relate la fin de sa conversation avec le recteur. Citation. Je coupais court à l'entretien, me levai et lui demandai si par hasard la décision de l'amiral Darlan ne représentait pas pour lui un ordre de son gouvernement. En sortant, j'ajoutai encore: